Donc, mon thème, c'est la valeur du bonheur au travail. Alors, il y a un jeu de mots, évidemment, puisque c'est la valeur. Mon thème, c'est des salariés, je dis, à l'aise dans leur basket et dans leur tête, mieux au travail, c'est une productivité meilleure. Et donc, c'est évidemment un bénéfice pour l'entreprise, mais on a tendance un peu à l'oublier. Il faut le remettre au centre, quoi, hein, de temps en temps. Donc, alors c'est un prési, c'est mon premier prési, hein, je ne sais pas si tu connais ça. Oui. C'est sympa, j'aime bien. Je l'année dernière, mon premier. C'est pas très très vieux. Chacun son premier. Chacun Son ouais. premier. Donc, alors en anglais, c'est bien mieux. Ça donne the value of happiness, how employee well-being drives profit. On ne peut pas mieux dire. L'anglais, c'est toujours plus compact, c'est toujours mieux. Voilà. Alors mes idées, c'est pas uniquement celles de la HBR, hein, c'est mes idées propres, mais j'aime bien la présentation et le titre. Donc on va présenter les résultats d'un sondage. La semaine dernière, c'était la 10e semaine sur la qualité de vie au travail. On va en parler, organisée par l'ANACT. On va s'y arrêter un instant. On va parler un peu de la quête de sens et de comment est-ce qu'on peut retrouver du sens, parce que quelquefois on a un peu perdu. Je vais présenter un discours et une anecdote. Alors, 10e semaine de la qualité de vie au travail, c'est donc organisé par l'ANACT. L'ANACT, c'est une association nationale dont la thématique, c'est les conditions de travail. Elle a un réseau régional. Alors, on parle de l'ARACT. En Aquitaine, il y a l'ARACT. Donc, ils ont fait un sondage à l'occasion de cette semaine pour regarder un peu où on en était. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse. J'ai extrait de 3 planches. Au cours de ces 5 dernières années, diriez-vous que la qualité de vie au travail des Français hein, s'est dégradée 68%, ni améliorée ni dégradée 26%, améliorée 6%. Ils l'ont demandé à des salariés. Oui. De toute entreprise. Oui, de toute entreprise. C'est un sondage, je pense, sur une... Il faudrait regarder, mais c'est représentatif de la population française, des adultes, je pense. Si on regarde depuis que les gens ont commencé à travailler, c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. C'est-à-dire que les gens ont vraiment l'impression que c'est dans les 5 dernières années que la qualité de vie au travail s'est dégradée. À la question, selon vous, une bonne qualité de vie au travail profite à qui? Principalement aux salariés, 8%, principalement aux entreprises, 5%, aux deux, 87%. Pas mal. Ouais. Une bonne vision finalement de l'intérêt conjoint des gens d'être bien dans leur boulot et de l'entreprise d'en recueillir les fruits. Mais on a vu que quand même la situation n'est pas brillante au départ. Hein. Quand on dit au final que faudrait-il pour améliorer la qualité de vie au travail, j'ai extrait 3 planches, il y en a 20. Hein. Mais elles sont significatives, je crois. Les mots-clés qui sortent, c'est reconnaissance, respect, écoute, dialogue, confiance, voilà. Et puis aussi, bien sûr, salaire et augmentation. Mais quand même le poids de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est le relationnel, finalement, à l'intérieur de l'entreprise est extrêmement fort dans ce sondage. Alors après, quand on regarde un petit peu, bien souvent, ceux qui pêchent, c'est le sens. Alors je m'explique. Bien souvent, les dirigeants aujourd'hui, sous la pression financière, ils parlent beaucoup de résultats d'exploitation et ça semble pour eux souvent être l'alpha et l'oméga. Hein, c'est-à-dire que c'est leur cible, leur ambition se résume à faire un résultat à 2 chiffres. Ça, c'est pas une façon de motiver les salariés, en aucune façon. Alors peut-être que les anglo-saxons sont différents de nous, mais nous, avec notre bonne vieille tradition catholique où l'argent est sale, c'est pas très moteur. Donc le résultat d'exploitation, ça veut pas dire que c'est pas un objectif. Ça veut dire que le sens ne doit pas se résumer à ça, quoi, en aucune façon. Bon, une grande ambition, il vaut bien mieux dire je veux devenir numéro 1 mondial sur mon marché vis-à-vis de ses salariés que je veux faire 15% de résultats. C'est le b.a.-ba. Après, aujourd'hui, on est dans le court terme. Je parle de la plupart des entreprises, hein, il y a des exceptions évidemment. Mais on est dans le court terme, c'est les résultats de l'année, quoi, qui comptent. On est dans... Quelquefois les 3 mois.
Quelquefois, ouais. Résultats trimestriels. On est dans le quantitatif, les objectifs, les tableaux de bord, le reporting, etc. Il y a énormément de quantitatif. Et dans l'individuel, les augmentations individuelles, les évaluations individuelles, enfin tout ça. Il y a beaucoup de court terme, de quantitatif et d'individuel. Tout ça, c'est nuançable, bien sûr. Mais il y a quand même une tendance très forte de ce côté-là. Or, pour les salariés, pour leur remettre à la tête à l'endroit, il faut remettre du long terme. Les salariés, ils ne travaillent pas pour le court terme, mais pour la pérennité de l'entreprise. C'est ça qui les motive. Ils travaillent pour le qualitatif, et pas seulement la qualité de vie au travail, mais la qualité du travail. C'est-à-dire faire un travail de qualité. Il y a des exemples célèbres qu'on cite souvent dans les services publics où les gens, s'il y a des suicides dans les services publics, c'est parce qu'au lieu de faire un travail de qualité, on leur demande des résultats quantitatifs. Ce qui fait que les gens, on compte le nombre d'interventions qu'ils font, on ne s'occupe pas si le résultat de l'intervention est bon ou non. Donc les gens sont perdus avec ça. Et donc la qualité et le collectif. Quand on fait des entretiens annuels, ça vous est sûrement arrivé aux uns et aux autres, on sait combien il est difficile de résumer sur une tête un objectif. L'objectif ne dépend pas que de la personne en général, elle dépend d'un collectif. Là aussi, il y a un problème. Et moi, mon sentiment, c'est que les objectifs annuels devraient être essentiellement collectifs. Je dis comme je le pense. 3 leviers pour tout ça: appartenir à une équipe, être utile, être fier de ce qu'on accomplit. Ça, c'est pour le sens. La deuxième idée, c'est faites ce que vous aimez. Ça peut paraître simple, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, je cite le fondateur de Turbomeca, Joseph Sidowski. Il a fait un discours quand il avait 91 ans. Le discours en entier est une pépite. Mais j'ai extrait cette phrase que lui-même met en avant. C'était le 20 novembre 87 et il dit: si vous voulez vivre une vraie vie d'homme, aimez ce que vous faites. Si vous n'y arrivez pas, changez pour faire ce que vous aimez. Le reste, argent, succès, vous sera donné par-dessus le marché. Alors, c'est très joli, mais c'est aussi ça peut être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Parce que pour faire ce qu'on aime, ça peut vouloir dire accepter de devoir baisser son salaire, de quitter son entreprise, de devoir baisser son salaire, de changer de pays ou de région. C'est ça que ça veut dire, faire ce qu'on aime. Alors, on peut trouver dans l'entreprise un poste qui nous correspond, mais ce n'est pas toujours le cas. À ce propos, à mon avis, les entreprises auraient intérêt à prendre ça en compte sérieusement. Je résume en disant, la première fonction du management et de la RH devrait être de s'assurer que chacun est dans le poste qui lui convient. Première mission. Avant de payer les salariés, avant d'embaucher. Est-ce que chacun, avant de payer, je pousse un peu loin le bouchon, exprès, mais pour moi c'est capital. Est-ce que, c'est-à-dire, je parle de passer du bilan de compétences au bilan des appétences, ça veut dire dans l'entretien annuel, au lieu de parler d'objectifs, etc., de compétences, c'est très bien, on peut le faire, mais le cœur de l'entretien annuel, ça devrait être comment tu es sur ton poste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a adéquation? Est-ce qu'il y a des aménagements du poste à faire pour que tu y sois bien? Et qu'est-ce que tu veux faire demain? Est-ce que tu as fait le tour de ton poste? Est-ce que tu as envie de faire autre chose, etc. Ça devrait être, pour moi, ça devrait être l'entretien individuel. S'il reste qu'une chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est les entreprises devraient accompagner les projets personnels. Alors, c'est l'évidence, quelqu'un qui veut changer de poste pour un autre poste dans la maison, on lui donne une formation pour l'accompagner, ça paraît naturel, mais je défends le point de vue que c'est l'intérêt des entreprises d'accompagner les salariés à l'extérieur. Quand tu as quelqu'un qui n'est pas bien dans son job, tu as tout intérêt à faire de l'outplacement et à l'aider à trouver le poste qui lui convient. Parce que si le gars reste dans son job à l'intérieur de l'entreprise, c'est une perte pour l'entreprise. Alors après, il y a des entreprises qui ont fait leur révolution. Alors j'ai fait une petite liste, il y a un bouquin là-dessus que je pourrais vous passer
les coordonnées. Alors on retrouve Favi, bien sûr. On Hein. retrouve les mêmes. Favi, Bretagne Atelier, Poult, Chronoflex, Lippi, Usocom. Sol, c'est une entreprise, on va parler de qu'est-ce qu'elles ont fait après. Hein. Sol, c'est une entreprise de ménage de 10 000 salariés ou un truc qui a fait sa révolution aussi. Et puis ça, c'était en Europe et aux États-Unis. American Express, Avis, Harley-Davidson, Gore, Sun Hydraulics, etc. Il y en a un certain nombre. Et il y en a en Espagne. On a eu, au cours de la TEDx, là, on a eu un topo de Bico, une boîte pareille qui est organisée de la manière dont nous allons parler. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces entreprises? Alors, d'abord, il y a une belle... je vais parler beaucoup de Jean-François Zobrist, qui est le patron de Favi, parce que c'est un peu... en France, c'est l'icône. Hein. C'est intéressant de regarder. Henri Guiner est intéressant aussi. Oui, c'est sûr. Mais quand même, ça, c'est du Zobrist. L'entreprise comment et l'entreprise pourquoi. Alors, tout ça vient de MacGregor. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Je ne reviendrai pas sur MacGregor, c'était dans les années 50. Et il a décrit finalement deux types d'organisations. Une organisation, l'entreprise X, dans laquelle les salariés sont naturellement paresseux, ils n'ont pas envie de travailler, rien ne les intéresse, il faut donc les commander et les contrôler. C'est l'entreprise comment. Le patron explique comment il faut faire le boulot, le patron ou le supérieur hiérarchique. Et puis il y a l'entreprise pourquoi, c'est l'entreprise Y de l'ami MacGregor, parce qu'il a été chercher ça là-dedans, Fabi. Oui, et il le dit d'ailleurs. Il le dit. Dans l'entreprise Y, au contraire, tout le monde a envie de travailler, de se réaliser au travail. Enfin, l'homme est bon. Ou bien l'homme est mauvais, ou bien l'homme est bon. C'est un parti pris. On sait bien que l'homme n'est ni mauvais ni bon. Mais c'est un parti pris. Tu étais là quand Fabi est venu. Donc dans l'entreprise pourquoi, le patron ne dit pas aux salariés comment ils doivent faire leur job, il leur dit pourquoi. Pour Favi, c'est pour Zobrist, c'est chercher l'amour du client. Alors, il ne dit pas que ça toute la journée, il décline ensuite, évidemment, en tant que patron, se chercher l'amour du client sous toutes les formes. Il y a de nombreuses anecdotes autour de ça. Dont l'hélicoptère pour livrer les pièces. Hein, c'est-à-dire qu'il avait fait une religion du juste à temps pour les clients, et donc pour à la fois satisfaire son client, mais marquer les esprits dans son entreprise. Une fois il était en retard, ils ont loué un hélicoptère pour emmener les pièces. Alors les gars se sont dit, c'est vachement important pour le patron. C'était un moteur turbomécanique. Non, il travaille dans l'automobile, l'ami Favi. Donc voilà, l'entreprise comment, les salariés, on ne peut pas leur faire confiance, donc on les commande et on les contrôle. Dans l'entreprise pourquoi, c'est deux modèles un peu, comment dire, c'est exacerbé tout ça, hein, mais c'est intéressant quand même comme débat. Dans l'entreprise pourquoi, le patron dit où il veut aller et les salariés mettent en œuvre. Alors pour que ça marche, et ça c'est très intéressant, il y a une analyse qui est faite dans le bouquin sur lequel je m'appuie, un bouquin de Gates et d'un Américain sur le sujet, qui ont été interrogés ces entreprises. Il faut deux choses, équité et confiance. Alors, ça veut dire le plan d'action, cesser de parler et commencer à écouter. Hein, les patrons d'entreprise, ils croient qu'ils sont là pour parler, pour délivrer la bonne parole. Ils n'ont pas commencé par écouter ce qu'ont à leur dire les salariés. Le deuxième point, c'est l'équité, c'est extrêmement important, c'est vital. Renoncer à tous les symboles et à toutes les pratiques qui empêchent les salariés de se sentir intrinsèquement égaux. Qu'est-ce qui est dans la ligne de mire? La voiture de fonction, le parking des directeurs, les retraits de chapeau, les bonus, vous voyez ce que je veux dire, hein? La liste est longue. Ça ne veut pas dire que le patron doit être payé comme l'ouvrier. L'ouvrier accepte parfaitement que le patron gagne 4, 5 fois, même peut-être 10 fois ce qu'il gagne. Ce n'est pas ça le cœur. C'est l'équité. Parce que s'il n'y a pas d'équité, les salariés ne peuvent pas faire confiance. Combien de fois, moi, quand j'étais directeur d'établissement, au CE, j'ai eu droit à l'histoire de la voiture de fonction. J'avais une voiture de fonction, donc pouf, ça partait sur la voiture de fonction. À partir du moment où les dirigeants ou les cadres supérieurs gardent des petits avantages, plus ou moins cachés d'ailleurs, hein, dans certains cas, hein, je pense aux retraits de chapeau, etc., on arrive même à les cacher aux actionnaires, c'est quand même quelque chose d'étonnant ça. Tant qu'il y a la méfiance s'installe, les salariés ne peuvent pas faire confiance et ne sont pas prêts à s'investir totalement, puisque l'enjeu c'est ça.
comment faire en sorte que les salariés s'investissent totalement. Donc ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'on peut faire tout le reste, mais si, après avoir fait l'équité, on recommence à mettre des petits avantages par-dessous, le truc se casse la gueule. Et ensuite, commencer à partager ouvertement et activement sa vision de l'entreprise, c'est le pourquoi. Arrêter d'essayer de motiver les salariés, refuser de dire comment. Ah, ça, c'est très important. À partir du moment, si on veut vraiment responsabiliser les gens, il ne faut pas qu'à la première difficulté où ils viennent vous dire, bon, vous nous avez expliqué pourquoi, c'est bien, mais là, chef, on ne sait pas faire, vous êtes mignon, mais c'est refuser de dire comment. Vous devez trouver la solution, c'est vous qui savez. C'est vous qui faites le travail, c'est pas moi. Alors, bien entendu, il y a des fonctions d'organisation que fait le patron. Dans ces entreprises-là, en général, chez Favi, c'est des mini-usines, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a un niveau hiérarchique intermédiaire, point barre. Et chaque mini-usine est responsable de tout. C'est des petites PME à l'intérieur de la boîte. Donc arrêtez d'essayer de motiver les salariés, refuser de dire comment, toujours revenir au 3, au pourquoi, et puis rester vigilant. L'équité, c'est le 2, s'éloigne vite, et la culture du comment revient au galop. Voilà. Je ne comprends pas le lien entre arrêter d'essayer de motiver les salariés et refuser de dire comment. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai mal découpé. L'idée, c'est il faut obtenir des salariés un engagement qui passe par la responsabilisation. Vous l'avez compris ? Il ne s'agit pas d'essayer de les motiver par d'autres moyens que la responsabilisation du pourquoi. Et le comment, c'est vous. Est-ce que tu comprends ? Pas utiliser d'autres voies. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... À Favi, il avait supprimé les primes. Il les a intégrées au salaire. Il a dit un beau jour, arrêtez avec vos primes. Il s'était aperçu que les gens ralentissaient leur cadence. Parce que finalement, s'ils allaient au rythme normal, au rythme qui était le plus naturel pour eux, ils étaient au-dessus du quota et on savait qu'on allait alors remonter le quota. Les primes, ça a des tas d'effets pervers, on sait bien. Donc, arrêter d'essayer de motiver des salariés, ça veut dire uniquement responsabiliser. Oui, faire confiance. Ouais. Pas infantiliser. Alors, la femme de ménage engagée, vous vous souvenez de cette affaire ? Oui. Christine, il est 20h30, Christine est toute seule. Je suis sûr qu'il ne l'a pas inventé, je le crois. Ah mais moi je suis allé dans l'usine, Oui. C'est comme ça que ça se passe, effectivement. J'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu d'autres choses, tout à fait. Christine est là, il est 20h30, elle est femme de ménage, et il y a un ingénieur de chef théâtre qui appelle, elle décroche, il est en rade à Roissy à 1h30 de voiture, elle pose son balai, elle va le chercher, elle l'emmène à son hôtel, elle reprend son ménage. Et elle n'a pas été voir Zobrist, les biscottos à l'air, en disant « j'ai été chercher le client ». Non, elle n'a rien dit, c'était normal. Et ça, c'est de la responsabilisation. En fait, comme Zobrist n'arrêtait pas de dire « chercher l'amour du client », elle a vu qu'il y avait un client qui était en rade, elle a dit « c'est plus efficace pour l'entreprise que j'aille chercher le client plutôt que je fasse 3 heures de ménage ». Elle l'a pris sur elle. Et elle avait aussi dans l'organisation accès aux clés, à la voiture. Oui, tout ça. Tout ça. C'est ça aussi. On avait préparé pour que ce soit possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est quand même un exemple un peu emblématique, un peu extraordinaire, disons. Alors, toujours Jean-François Zobrist, il compare les entreprises comme... C'est des entreprises très agiles, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de niveau hiérarchique, les gens interagissent entre eux directement. Alors ça ressemble à une nuée d'oiseaux. Je pense que je ne vais pas avoir la vidéo là. Mais une nuée d'oiseaux, vous voyez comment ça fonctionne. Les ordres ne passent pas par un chef, c'est pas possible. Ça marche comment ? En fait, les oiseaux, il y a quelque part un leader quand même dans le groupe. Mais par exemple, s'il y a un oiseau, un rapace qui passe au voisinage de la nuée, celui-là bouge et se rapproche du suivant, qui bouge et qui se rapproche du suivant, toute la nuée se décale. C'est-à-dire que, en fait, le résultat dans l'entreprise, c'est une réactivité de l'entreprise qui ne peut pas être atteinte avec des niveaux hiérarchiques lourdingues où il faut demander au chef, et on attend qu'il lise le mail et qu'il réponde, etc. Tu vois ? Voilà l'idée. L'image est assez jolie. Il est très fort pour trouver des images, il faut dire. Il est très pédagogue. Voilà, ça c'était la nuée d'oiseaux, mais ça ne marchera pas. Et donc, en synthèse, vous voyez, c'était assez court. En synthèse, quand on parle de qualité de vie au travail, souvent on entend crèche, cours de tai chi, relaxation,
Vous voyez ce que je veux dire? connais Ça pas. existe aussi. Ça existe Non, aussi. enfin, Non, mais c'est ça, il y a- spontanément, j'aurais pas pensé à ça du tout. Mais, Il y a des gens, Il y a des gens il y a qui des font ça. entreprises Ouais, ouais, ouais. pour qui vont pas toucher au management, mais qui vont mettre une crèche. Et donc mon message c'est, on peut très bien faire une crèche pour les salariés, j'ai rien contre, c'est super, on l'a fait à bord, très bien. Mais avant la crèche, avant les cours de tai chi et le restaurant aux petits oignons, il faut déjà changer le management et s'assurer que les gens sont bien dans leur poste. Voilà, c'est ça là, un peu le... Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire compact. C'est l'exercice TEDx qui voulait ça. Bon, donc, d'accord, je ne rêve pas. Simplement, c'est intéressant de donner cet exemple pour montrer jusqu'où certains en sont allés. Alors, comment ils y sont arrivés? Il faut un leader qui ait envie. Si le patron n'est pas investi de ça, tu vois, s'il n'a pas une envie très forte de responsabilité salariée en se contentant au pourquoi et en les laissant faire le comment, c'est difficile, hein, ça ne se passe pas en 5 minutes. Parce que les habitudes de chef, je peux aller pisser ou comment je fais pour faire la pièce, c'est sans arrêt dans les entreprises. Donc il faut vraiment un leader qui ait envie. Il faut l'équité, on en a parlé, la confiance. Donc ça va pas de soi. Hein. Il faut le courage. Mais sans aller jusque-là, c'est pour ça que je parle avant de deux choses que me semble-t-il on pourrait travailler au niveau des entreprises, enfin au moins au niveau des messages à passer. Après ça, on ne va pas remplacer les chefs d'entreprise, hein, ou bien ils ont envie ou bien ils n'ont pas envie. Mais si on arrive à les convaincre que c'est leur intérêt, je n'ai pas parlé des résultats de Favi, mais vous vous souvenez, hein, la non-qualité, elle est 10 fois inférieure à ce qu'il y a dans les entreprises concurrentes. C'est dans le secteur automobile, tout le monde est mort sauf Favi. Guéguiner, pareil. Oui. Bretagne Atelier, c'est pareil. Donc, les exemples sont aussi, devraient faire réfléchir les chefs d'entreprise en termes de rentabilité, de survie à long terme de la boîte. Voilà. Et il me semble que au moins passer des messages sur le management, revoyons ensemble, revoyez votre management interne pour faire en sorte que les salariés soient mieux dans leur job. Faites en sorte que chacun soit sur le poste qui lui convient. Accompagnez à l'extérieur les gens que vous n'arrivez pas à faire bosser parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà. La question que je me pose ou qui se pose, c'est la question du prosélytisme. Oui. C'est-à-dire comment tu amènes des gens, donc des chefs d'entreprise, à accepter de voir les choses autrement, ou de faire les choses autrement, C'est ça la question parce que quand tu fais venir Zobrist ici, on fait une réunion, malgré tout, on n'était pas si nombreux que ça. Bah, quand même, hein. Enfin, je connais pas vos groupes d'habitude, mais... Non, mais on pourrait imaginer Ouais. que comme c'est... Tu veux, la question que je me... Il vient de loin, ouais. Hein? Ouais, il vient de loin. Non, Mais c'est pas connu. Pour être opératoire, non, C'est mais pas pour connu. être opératoire au Conseil de développement, la question moi, que je me pose, c'est qu'est-ce qui va être plus efficace? Je pense qu'il ne faut pas commencer par brandir l'étendard des entreprises libérées, Favi en tête. Voilà, si tu veux, mon avis. C'est partageons un diagnostic. J'ai été très vite, hein, parce que je voulais... mais sur le diagnostic, le sondage, là, on peut développer. Il y a des tas de choses à dire sur le mal-être et le malaise actuel des salariés. Partageons ça avec les chefs d'entreprise. Je te donne un exemple qui est significatif. Il n'y a pas que les grosses boîtes qui sont mal, hein. Je travaille avec le groupe des entreprises de taille intermédiaire du Conseil régional. Le Conseil régional d'Aquitaine a fait un groupe avec ses ETI. Les ETI, c'est entre 250 et 5000. Hein. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est la France manque d'entreprises de taille intermédiaire qui sont disons, le bras armé de l'exportation en Allemagne, par exemple. Donc, regardons comment elles fonctionnent, quels sont leurs atouts, essayons de faire qu'elles aillent encore mieux, et tirons les leçons pour les grosses PME pour les tirer au-dessus de 250. Voilà l'idée du club. On est passé de 50 On a à fait 250. on a ouvert le chantier des conditions de travail et de la qualité de vie au travail avec eux. Et quand on a fait un questionnaire,
quand vous posez la question aujourd'hui aux gens des ETI, hein, c'est donc pas des grosses boîtes, des boîtes. Enfin, quand C'est même- déjà. non, c'est déjà des belles boîtes. Déjà des Pour belles la boîtes. région, c'est des belles boîtes. Ok, mais 2 tiers ont déjà rencontré des risques des personnes en mal-être, hein, Oui. en RPS. Il n'y a pas que chez France Télécom, il y en avait à Turboméca, hein, il y en a partout. Alors, on sait bien que le management seul ne résout pas tout, qu'il y a aussi des profils fragiles, etc. Bien sûr, il y a tout ça. Mais est-ce qu'on est dans les meilleures conditions? Pas sûr. Donc, déjà, partagez le diagnostic avant de commencer à délirer. À la limite, ne parlons pas des entreprises libérées au départ. Parce que je sais on me l'a rapporté, là, quand j'ai fait mon topo à la TEDx, il y avait des gens qui parlaient d'utopie. Bien sûr, c'est le premier réflexe. Pour ne pas faire, c'est pas possible. Ne parlons pas des entreprises libérées pour l'instant. Partageons le diagnostic avec les gens. À mon avis, c'est quasiment... il faut aller faire la tournée des entreprises. Parce que en séance collective, je ne sais pas si les gens s'exprimeront. Enfin, partageons le diagnostic et discutons de qu'est-ce qu'on peut changer au management dans les entreprises organisées comme aujourd'hui pour que ça aille un peu mieux. Tu vois, modeste. Le Crédit Agricole, vous le mettez dans les ETI alors? Parce que nous, par exemple, on est 1700, nous, notre structure. Mais Ouais. on est groupe Crédit Agricole. Ouais. Mais nos 1700, donc c'est quand même une petite entreprise, on va dire, enfin une ETI en tout cas, on est régi par la structure au groupe. C'est-à-dire il y a le directeur général, il y a des sous-directeurs, et on est une cascade. On n'est pas une armée mexicaine quand même, c'est Non, pyramidal, non. mais... Non, mais si tu veux, l'approche ETI, c'est plutôt une approche des entreprises industrielles. D'accord. Je Donc donnais- nous, on n'est Ouais, pas dans Oui, ce cas-là. ouais. Je Non, je crois pas. donnais Enfin, l'exemple Je suis des- pas sûr que qu'on mette les banques aux là-dedans. avantages, tout ça. Non, par mais je pense que définition. non, mais je pense pas qu'on mette les banques dans cette approche-là. D'accord, si on tu n'y est veux. pas. Je donnais l'exemple des ETI simplement Donc pour pas dire... dans les grands groupes. Pour donner couronnés, l'exemple, pour montrer que les gens déclarent qu'ils ont eu des risques psychosociaux dans ces quoi. entreprises-là. Parce qu'on en a aussi. Mais comment dire, la cible ici au Pays Basque, c'est d'abord les TPE. Hein. Bah oui, c'est ça. J'en ai parlé avec une ou deux personnes. Il y a des boîtes où il y a 2 salariés. Et quand on a discuté après, le patron, il a réfléchi. Enfin, ça l'a fait réfléchir tout ça. Il ne faut pas croire que dans les petites boîtes, c'est plus facile d'avoir un management proche des champs et humain, évidemment. C'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien, hein, pour autant. Oui, d'autant que si le salarié exprime son désir de changer ou est pas bien dans un poste, il n'y a peut-être pas pléthore de postes En plus. à lui proposer, quoi. En plus. Oui, ça remet plus en cause aussi le dirigeant dans les TPE. Parce que là, c'est Alors, direct, l'énorme c'est problème direct, de tout ouais. ça, tu as mis Direct, le doigt ouais. dessus, Mm. c'est que évidemment, à chaque fois que je parle de ça, tous les gens qui parlent de ça, c'est une remise en cause du dirigeant, quoi. Ah ouais. Forcément, et de sa façon de faire. Mm. Alors, c'est plus facile pour un dirigeant de changer sa façon de faire au niveau du système d'information. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Changer le système d'information, prendre un nouvel ERP, etc. Ça le remet pas trop en cause. Ouais, changer sa Mais façon changer sa d'être. façon d'être et son management, Ouais. c'est plus difficile. Hein. Ouais, c'est clair. C'est le point clé que tu viens de dire. Oui, et puis son rapport aux autres, son rapport au pouvoir, C'est super et son difficile. rapport à l'argent. Il y a tout ça aussi, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui se disent pas. Enfin, qui se disent pas. Il faut marquer ça. Point clé, c'est comment aborder le dirigeant. Donc voilà, moi, mon idée, ça serait de commencer par sensibiliser sur la situation globale, à travers des sondages, etc. Parler de ce qu'on peut adapter dans le management, et puis discuter avec les chefs d'entreprise pour voir s'il y a des choses qui peuvent importer. Mais commencer par sensibiliser, quoi. Oui, mais si tu veux, à un moment donné, Ce qui veut dire qu'il faut un accompagnement individuel. Parce que Oui. ça va déjà être difficile psychologiquement pour que le dirigeant admette qu'il faut qu'il change sa façon d'être. Alors en plus en groupe, c'est impossible. Peut-être pas s'il voit les avantages, si on lui montre du doigt les avantages.
Exemple à la clé. Alors du coup, ça refait pas, ça fait évoquer les. Oui, 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 Ouais, oui, globalement, oui. c'est-à-dire une sensibilisation initiale en groupe pour se dire qu'il n'est pas seul à être confronté à des problèmes de stress au travail, de mal-être, mais après un accompagnement individuel, quoi. Sinon c'est super dur pour lui déjà. Bon, Non, on y va. la grosse difficulté est toujours la même. Je crois, j'y reviens, c'est la question du prosélytisme. C'est que quand tu fais une réunion, les gens qui viennent à la réunion, on le voit même ce soir, ce sont les gens qui ne sont pas au fond concernés. C'est des gens qui sont complices et qui sont au clair avec le sujet. Ceux qui en ont le plus besoin ne viennent pas parce que ça les dérange. Comme ça les dérange, eh bien, immanquablement, ils ont autre chose à faire de plus urgent. Comment toucher. Et donc ça pose après toute la question de ce genre de choses. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que tu dis, c'est que après on fait aussi avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire que aller toucher, suivant là où on met la barre, mais les entreprises de plus de 5 salariés, rien qu'au Pays Basque, c'est 1 millier de personnes. Tu ne peux pas aller rencontrer 1000 personnes individuellement. Tu ne peux pas. Enfin, tu peux, sûrement que si, mais ça coûte énormément. Donc ça veut dire après que tu trouves, on essaye de trouver un biais, de dire tiens, on va faire des réunions par bassin, ou on va faire des réunions par secteur d'activité. Et me semble-t-il qu'il faut peut-être à ce moment-là les prendre en biais, c'est-à-dire on les fait venir pour quelque chose, et on en profite pour leur montrer qu'il y a autre chose de possible. Enfin, je veux dire, parce que si tu les fais venir sur ça, non mais attends, la question elle est là, les gens ne viennent pas. Et moi je pense qu'il faut peut-être... Hein, quoi? Conférence surprise. Non, mais c'est pas ça. Si Moi je j'ai pense fait qu'il au faut... sort, c'est le sujet. C'est vous qui il faut tirez le peut-être- sujet au sort, mais. Non, mais on a la chance aussi d'avoir des gens qui font déjà des choses dans le coin exemplaires, superbes. Ouais. Mais oui, Certes, faire témoigner des choses comme... Ben, on peut faire une réunion, emmener les chefs d'entreprise chez, comment il s'appelle, le gars que tu as fait intervenir ici, là, oui, à EMAC. à EMAC, Oui, évidemment. par exemple. Par exemple. Après, ça pose tout ça. Oui, c'est mais des- comment ils vont venir alors Mais C'est oui, ça, exactement. ça répond Eh pas à la bien, question. Mais voilà. Alors, La question, il y c'est a un levier, hein, c'est pas par hasard. Moi, je me vois pas. C'est pas mon boulot à moi, consultant tout seul, d'aller déployer dans les entreprises. Il se trouve que j'ai des accointances avec le conseil régional et j'en use. Donc, je suis en train de persuader le conseil régional que, par exemple, quand Rousset est en train de bâtir un grand plan de productivité, on en avait parlé vaguement, un grand plan de productivité pour l'industrie. Donc je l'ai convaincu de mettre dans son plan une aide, alors c'est une aide financière hein, pour investir dans des moyens de production par exemple, mais pas que. Ça peut être de l'innovation organisationnelle, ça peut être des outils numériques, etc. Donc il y aura une subvention à hauteur de 15%, mettons. Mais l'idée c'est de dire, dans votre plan, on veut voir trois pieds. S'il n'y a pas 3 pieds, on ne vous soutient pas. Il faut qu'il y ait votre besoin d'investissement, oui, le soutien de consultants pour l'innovation organisationnelle, les robots, les outils numériques, le RP, machin. Bon, ok. Il faut qu'il y ait de la formation. Parce qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle organisation du travail et de nouveaux moyens industriels sans formation. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait, regardez l'impact sur les conditions de travail. C'est obligatoire. Enfin, tu vois, et les collectivités territoriales sont dans cette démarche de demander plus de comptes aux entreprises. Il y a 10 ans, je me rappelle au moment où on a fait le projet de reconstruire Borde, on nous a quasiment demandé aucun engagement sur les emplois. Maintenant, il y a toujours un engagement sur les emplois. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une subvention, il y aura toujours un engagement. Et à cet engagement sur les emplois, il y aura demain des engagements de type RSE, quoi. Hein, c'est-à-dire l'impact sur le bassin d'emploi, les salariés, les conditions de travail, voilà, les autres parties prenantes. Et j'espère commençons par les salariés. C'est l'intérêt de tout le monde. Voilà un peu. Donc c'est un levier, ça. Mais toutes les entreprises n'auront pas non plus un projet d'investissement. Donc c'est pas... Je pense que
aller visiter des entreprises organisées comme ça, ou qui fait un grand pas en avant, ça peut être une façon intéressante. Alors, la question, c'est comment on va chercher les chefs d'entreprise et comment on les emmène dans ces entreprises-là. Oui, entre les amener dans les entreprises ou faire venir les dirigeants pour qu'ils témoignent ou les salariés pour qu'ils témoignent, ça peut coûter moins cher de faire venir. Parce que dans le coin, on a Poultz et ils sont à Montauban. Hein. Oui, on a des gens du coin. Montauban, c'est plus facile à venir que la Bretagne, quoi, je veux dire. Voilà, ce que je veux dire. Montauban, c'est à quelle distance? À Montauban, il faut passer par... Alors moi, attends, juste une réflexion. C'est au nord à de mon Toulouse? avis, c'est entre Toulouse et Cahors, oui. Il faut passer par Toulouse pour y aller, oui. D'ici, c'est 3h30, quoi. Alors, ça veut dire, moi je pense qu'il faudrait amener une équipe du Conseil de développement à aller se rendre compte de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être organiser ici pour que le Conseil de développement, y compris le Conseil des élus, soit porteur de ça, pas uniquement de façon intellectuelle. Il faudrait qu'ils le comprennent. C'est une bonne idée. Moi, Jean-François, je le connais, je le fais venir. On peut en faire venir 4 ou 5. On pourrait même imaginer qu'on positionne le Pays Basque comme terre d'expérimentation sur ce genre de choses. Parce que quand tu dis à Zobris de venir passer un week-end ici, il est partant de suite, hein, je veux dire. Même sans payer. Tu payes le billet d'avion, c'est tout. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ces gens-là, on est quand même le territoire du bien-vivre. Et le bien-vivre, ça peut être le management. Alors, c'est ce que j'ai développé. Oui, C'est ça. exactement ce que j'ai dit. Mais Au là- Conseil de développement, j'ai dit, on est le territoire du bien-vivre. Hein. Les gens sont la mer, la montagne, les champignons, les palombes, le ski, le surf, le machin bidule. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur des entreprises? Oui, mais- Soyons aussi bons au niveau des conditions de travail dans l'entreprise qu'à l'extérieur. Oui, c'est Ça peut les motiver. Et ça a Ouais, marché. ouais. Ça a Oui, mais marché. justement, non, mais on a été capable, il y a 20 ans, d'inventer le Conseil de développement. Mettons-nous au niveau où il faudrait être aujourd'hui, soyons capables d'inventer le Conseil de développement du 3e millénaire. C'est-à-dire 2015, c'est ça. C'est les conditions de travail. C'est pas uniquement... Bon. Donc on a la chance d'avoir SOCOA. Bon, alors même si c'est très turbulent, mais on peut imaginer que... Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a SOCOA qui est quand même... On a Kiwi, on va dire que Kiwi c'est basque, mais non mais parce qu'ils sont à Pégorade avec et Kiwi France. Kiwi, c'est quoi? Mais c'est Kiwi France qui est une boîte qui est exemplaire, qui a mis en place une charte sociale, qui est dans la dynamique ISO 26000. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des Kiwis. Des kiwis. D'accord. Des Kiwis. Non, mais c'était pas écrit. Quand je dis Tu veux c'est pas dire, écrit, tu veux qu'ils soient dire exemplaires. des rugbymen en noir ou Non. des fruits? Des trucs qui trouvent le moyen d'exporter en Chine. Ouais. On a IMAC. On a la chance d'avoir monsieur Carsat, c'est-à-dire. Bonjour. Très heureux. Excusez-moi de vous déranger Pourquoi en pleine réunion. C'est juste pour une problématique d'internet.